Le Limousin était le grenier à grains et à pommes de terre de la région parisienne. Le paysage agricole actuel de la Creuse, il est complètement calqué par décisions européennes, décisions bruxelloises, où on a réparti des activités par région. En Brosse, si je vous dis Beauce, vous me dites céréales. Si je vous dis Bretagne, vous me dites cochon. Et si je vous dis Limousin, eh ben vous me répondez herbe et viande bovine limousine. Donc, en fait, nous cultivons de l'herbe dans des prairies souvent naturelles et entourées d'un bocage, entourées de haies. Et ce qui sert à faire une trame verte. D'ailleurs, le logo de la Creuse, c'est vert et bleu. Hein. Ça veut dire qu'il y a le vert des prairies, le vert des bois, et le bleu de l'eau, parce que c'est une région assez arrosée. Nous sommes les premiers contreforts du Massif central, 450 mètres d'altitude, les vents d'ouest qui poussent les nuages et qui commencent à tomber là dans ces prémices de monde du Massif central, les monts d'Or, etc. Alors, le paysage cynégétique de la Creuse est complètement évolué en un siècle. Comme je vous le disais, 19e siècle, on peut s'imaginer des carrés de pommes de terre, des petits carrés de blé noir, des petits carrés de bruyère, etc. Donc avec énormément de perdreaux, énormément de faisans, énormément de petits gibiers. Et puis dans les années 50, on raye tout ça de la carte parce qu'il n'y a plus de main d'œuvre. Et donc là, on passe à cette monoculture d'herbe. Et monoculture d'herbe, donc on a disparition. Et là, on assiste à l'arrivée d'un désert cynégétique complet pour le petit gibier. Il y a eu plusieurs révolutions agricoles. Cela dit, vous voulez certainement parler de la dernière, c'est-à-dire celle qui va grosso modo de 1950 à l'an 2000. Sur cette dernière révolution, la petite faune de plaine l'a mal vécue. Elle a mal vécu pour une raison assez simple, c'est que lorsque l'on s'est préoccupé, après la Seconde Guerre mondiale, d'améliorer la production agricole, de faire en sorte que le pays puisse nourrir le pays, on a touché à un certain nombre de fondamentaux qui sont aussi le support vital de la petite faune. À savoir que l'on s'est préoccupé d'avoir des parcelles agricoles plus efficientes, par exemple. Pour cela, on a remembré, on a enlevé des haies, on a accru la surface des parcelles, on les a rendues compatibles avec l'emploi des machines au plan géométrique, on les a drainées. Tout cela n'est pas neutre vis-à-vis de la petite faune. Et lorsque ces mesures sont appliquées sur un périmètre réduit, l'impact est faible. Lorsque c'est appliqué sur des millions d'hectares, l'impact est considérable. Et c'est en ce sens que la petite faune a d'abord mal vécu la révolution agricole du dernier demi-siècle. La prise de conscience actuelle est phénoménale et, j'estime, positive. C'est-à-dire, on se rend compte que notre système productif, qui continue à évoluer malgré tout, touche à certaines limites. C'est-à-dire le nombre d'agriculteurs qui était de 4 millions à l'issue de la Seconde Guerre mondiale est aujourd'hui réduit à moins de 700 000. Donc ces professionnels-là vivent sur un territoire où aujourd'hui on leur reproche, parfois à juste titre, l'impact que leur activité exerce sur le milieu. Et l'évolution des générations, l'évolution des formations, la communication par les médias fait qu'il y a une très forte prise de conscience aujourd'hui du rôle que peut avoir l'agriculteur eu égard au problème de la petite faune. Et je suis plein d'espoir parce que de ci, de là, nous avons des expériences très favorables qui vont dans un sens positif pour la petite faune et qui montrent que l'on peut faire des progrès assez facilement si tant est que l'on ait quelques connaissances de base. Là, si vous voulez, je suis en train de mettre Paul, qui est stagiaire à la maison, sur un nouveau chantier de binage. En fait, on a acheté un appareil qui est téléguidé par des yeux infrarouges. Si vous voulez, c'est le binage des temps modernes, c'est-à-dire qu'on a adapté un outil vieux comme le monde à une agriculture moderne. C'est-à-dire qu'on va faire du binage téléguidé par infrarouge. Et c'est-à-dire que c'est plus le conducteur du tracteur qui reconnaît le rang, c'est la machine qui reconnaît tout seul le rang. D'où l'avantage certain par rapport à ce qui se faisait au 19e siècle. Et alors donc, il y a deux aspects. Et donc là, on est en train de... Vous voyez, on est en train de clarifier les plantules indésirables et à la fois on est en train de créer ce que tous les jardiniers connaissent, c'est-à-dire on va travailler les 2-3 premiers petits centimètres du sol afin de garder l'humidité, qui est là, et cette année de sécheresse, vous comprenez bien que c'est extrêmement important. Et puis par ailleurs de créer cette zone meuble
Ce qui fait qu'on annonce 5 ou 10 mm d'eau pour la semaine prochaine. Et alors à ce moment-là, c'est un vrai arrosage parce que l'eau ne s'enfuit pas, elle rentre dans le sol par porosité et donc cette humidité-là va servir au maïs. Et on est à peu près sûr d'avoir une bonne récolte de maïs cette année. Donc c'est une méthode qui vous a conquis? Ah ben, évidemment, puisque là, on est devant une méthode qui est extrêmement écologique, qui respecte le sol, qui respecte la nature, puisqu'on ne met plus de molécules de synthèse. C'est ces molécules de synthèse qui encombrent la planète. Et donc là, on va tâcher de garder la nature vierge. C'est vraiment impeccable pour la faune et la flore, quoi. Nous, on est vers une optimisation des coûts, vers une optimisation des rendements. C'est-à-dire, le but, c'est pas de produire beaucoup, c'est de produire mieux. Nickel, il y a plein de trucs. Nous sommes sur le territoire de la Rabouillère. Donc c'est un territoire qu'on a étudié l'année dernière à partir de plusieurs journées de terrain, d'observation de diverses techniques d'échantillonnage pour essayer d'évaluer la diversité sur ce territoire qui est exceptionnel à l'échelle de la région. Ça se perçoit, c'est une espèce qui est très très intéressante. C'est un mangeur de pucerons. Quand il y a des prédateurs, forcément, il y a plein de phytophages. Il y a beaucoup de territoires comme celui-ci dans la Creuse? Eh, malheureusement, pas assez. On aimerait bien en voir plus souvent. C'est des territoires d'une grande diversité de paysages. Il y a un bocage avec des haies qui sont encore en très très bon état. Elles ne sont pas ratiboisées comme la plupart du temps. C'est très intéressant, il y a une haie extrêmement diversifiée. Regardez, il y a du fusain, du noisetier, du prunelier, il y avait de l'aubépine un peu plus loin. Surtout, elle n'est pas complètement abrutie d'un côté. La haie peut évoluer. Ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'au pied de la haie, il y a un ourlet de végétation qui font la transition entre la haie et la culture. Et ça, cette partie du paysage, très très souvent, elle manque. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ce territoire, parce qu'il y a, la culture c'est souvent monospécifique, il y a une seule espèce avec quelques compagnes, et ici on va trouver tout un tas de choses. Là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du cirse, il y a de la carotte, il y a de la stellaire, il y a du gallium, il y a de la fougère. C'est là que toute la diversité va se réfugier le jour où la culture sera ramassée. Ce genre de haies là sont très très intéressantes puisqu'il y a énormément d'arbustes épineux et d'orties, ronces, houx, aubépines, orties. Donc ça c'est des milieux qui vont protéger les couvées de tout un tas d'oiseaux, perdrix, faisans ou autres. Et les nourrir parce que bien sûr avec toutes les baies qui sont produites après, principalement par la ronce. Et vous avez souvent l'habitude de travailler avec des chasseurs? De temps en temps, oui, je travaille également sur la Haute-Vienne. On est intervenu aussi à la Fédération des chasseurs de la Haute-Vienne sur des expertises sur un étang qu'ils ont en gestion. On est un peu chasseurs aussi, les entomologistes. Pour trouver les insectes, il faut aller les chercher. Donc il n'y a pas 36 solutions, soit il y a le piège, soit il y a la chasse. Donc on les met individuellement dans chaque case, comme ça ils sont moins stressés, ils ne se battent pas. Alors là, tu vas l'attraper, ouais. Et puis on le vaccine? Donc on va le boucler, on va le vacciner, on va le peser et on va le rajouter donc sur le listing, puisque sur le territoire, donc tous les animaux qui sont introduits sur le territoire ou qui sont produits sur le territoire donc sont identifiés. Et donc à partir du moment où on manipule les animaux, on en profite justement pour les vacciner. Voilà. Donc elle est crochetée. Ouais. Donc tu vois avec le millésime. Alors comme dans plein de régions françaises, effectivement, le lapin de Garenne faisait partie du petit gibier banal pour le chasseur banal, je dirais d'après-guerre, quoi. Puis en fait, il y a eu toutes les épidémies, myxomatoses, etc. Puis probablement des prélèvements trop élevés. Et puis perte du biotope parce que les haies ont été arrachées, les talus arasés, les tas de pierres enfouis, etc. Donc si vous voulez, en reconstituant ces haies, on a fait une quarantaine ou une cinquantaine de garennes artificielles avec des réseaux, si vous voulez, pour que les colonies de lapins correspondent entre elles, etc., pour qu'il n'y ait pas de consanguinité. Enfin, c'est tout un travail de reconstruction de l'habitat du lapin de Garenne. Et là, ce qu'on espère, c'est, si vous voulez, on pourrait avoir, je pense, sur les territoires de la Rabouillère, on pourrait faire 1000 à 2000 lapins par an de prélèvement sans qu'il y ait un réel impact sur les cultures
parce que ça va être des consommations marginales. On s'aperçoit que le lapin de Garenne, il mange surtout en bordure de clairière, déjà où les rendements sont très faibles. Donc l'impact sur le revenu en tant que tel, il est relativement minime, quoi. On le prend délicatement. Faut attention de ne pas l'échapper, parce que faut vraiment le mettre dans un terrier, hein, parce que si tu le prends et qu'il s'échappe, il est perdu, quoi, parce qu'il arrive sur un nouveau territoire, il n'a aucun point de repère, et donc il sera complètement... Donc impérativement, il faut lâcher dans un endroit terrier, voilà, où il peut se reprendre ses esprits. Donc on va le mettre bien dans le terrier. Voilà, il y en a un. Voilà, on va le laisser partir. Son reste, il y va direct. Voilà, donc il va aller au fond. Et il retrouve ses esprits tranquillement. Voilà, donc tu vois les Garennes, donc Christophe a bien aménagé avec des gros éléments dessous, tu vois, des troncs d'arbres, des souches. Oui, pour pas que ça s'affaisse. Voilà, de la terre et par-dessus donc des branchages pour la protéger des intempéries. D'accord. Voilà, donc tu le mets dans le même terrier. Dans le même trou. Oui, c'est pas un problème, hein. De toute façon ils vont se retrouver. Ah, voilà, et aussitôt il y va. Hein. Oui. La chasse, c'est pas uniquement quand il y a la date d'ouverture. Il faut entretenir un territoire, c'est ce que fait Christophe. Et puis là, j'étais avec donc Alain Gerbeau qui m'apprenait comment faire pour réintroduire des lapins et les manipuler au minimum et faire tout ce qu'il faut. Vous allez avoir envie de les chasser maintenant? Oui, bien sûr, les chasser et puis venir les voir aussi. Parce que même le fait de les voir, ça fait partie aussi de la chasse. Gestionnaire de petits gibiers dans des milieux comme ça, en fait, c'est pas simple. Moi, je crois, importance de la haie, importance de la mosaïque culturelle. C'est-à-dire qu'il est important que vous ayez un champ d'avoine, à côté que vous ayez un champ de luzerne, à côté que vous ayez... Voilà, et cette mosaïque, on l'a vu avec l'entomologie, c'est quelque chose qui amène énormément de diversité. Ça, il faut le protéger. Et puis, si vous voulez avoir du petit gibier, je crois qu'il faut être extrêmement raisonnable au niveau des prélèvements. Il est évident que si l'on s'intéresse à la protection des cultures ou à l'agriculture en général, on est d'autant plus à l'aise pour avancer dans son travail que l'on essaie de prendre en compte la globalité du système. Non pas seulement le champ cultivé, géométrique, mais le champ cultivé et son environnement. Donc ça, je l'ai compris relativement tôt. Et naturellement, cela m'a amené à me rapprocher des chasseurs, puisque je me suis rendu compte qu'en matière d'aménagement, de diversité du milieu, les chasseurs avaient les mêmes préoccupations que moi et que certains agriculteurs de pointe qui font évoluer aujourd'hui leur production en prenant en compte la globalité de leur environnement. On a une belle matinée et puis aujourd'hui c'est très tranquille, c'est chasse uniquement petit gibier de montagne le jeudi ici. Et j'ai l'impression que les chiens ont la forme, ouais. Les petits tétras sont pas toujours où on les cherche. Ils peuvent être à découvert et auquel cas c'est facile de les voir et de voir travailler les chiens, etc. D'autres fois, ils sont sous les sapins ou branchés dans les sapins ou quelquefois dans des milieux comme on a là, c'est-à-dire énormément de... Ici on dit des vorets, c'est-à-dire c'est des aulnes noires. Et quand ils sont là-dedans, c'est vraiment le fouillis. On a de la chance de les entrevoir quelquefois. Hop! Poule! C'est pour ça qu'il est monté haut. Ça, c'était une grosse poule, ça. Je ne sais pas si ici, ça n'a jamais été exploité vraiment en pâturage. Au contraire, on a plutôt fait dans la forêt qui est là,
des travaux de débroussaillage justement pour éviter la fermeture du milieu. Il y a encore de l'agropastoralisme sur notre droite et donc oui, il y a quand même du bétail qui circule. Ici on est au col de la Bâtie en Tarentaise, dans la zone Beaufort. On fabrique le Beaufort sur place 2 fois par jour avec appellation chalet d'alpage. Donc avec des vaches de race Starine et Abondance. Oui, on travaille en collaboration avec les chasseurs vu qu'il y a une zone de nichage pour les tétralyres. On a mené deux types d'opérations. Une première mécaniquement pour lutter contre l'envahissement de l'alpage par les rhododendrons. On a fait venir une machine adaptée. On a broyé 2,5 hectares de landes. Donc la deuxième opération qui est menée sur le site, c'est en collaboration avec l'alpagiste Jean-François Villot. C'est un pâturage des landes pour voir la différence entre le pâturage par les bêtes et l'action mécanique. Si je gagne de l'herbe, je pourrais mettre un peu plus de bêtes. Et puis si on limite un peu l'enfrichement, tant mieux, parce que sinon, dans quelques années, on ne sait pas ce qui restera, quoi. Oui, les anciens ils disent qu'avant, il n'y avait pas tous ces rhodos, toutes ces myrtilles, là. Bien sûr qu'on fait aussi des opérations de débroussaillage, mais on se rend compte également que quand ça n'est pas pâturé derrière, eh ben, tous les 3 ou 4 ans, on peut recommencer. Et ça, c'est le problème de ce qui est fait mécaniquement. La gestion du tétralyre, c'est pas évident parce que c'est vraiment un juste milieu. Il faut du pâturage, pas trop, pour que ce soit pas trop intensif. Donc il faut en fait un pâturage extensif pour que ce soit compatible avec les exigences des poules de bruyère. C'est intéressant pour nous de tester les résultats d'un pâturage extensif par rapport au travail des machines qui reste coûteux et pas faisable partout. Ben là, oui, là on est au cœur de l'habitat de reproduction du tétras, qui est constitué de landes à myrtilles. Donc ça, la poule de bruyère fait son nid ici. C'est un oiseau qui niche au sol. Et ensuite, les poussins ont besoin d'une alternance de zones en herbe et de zones en lande. Et les poussins, dans les 3 premières semaines de leur vie, se nourrissent exclusivement d'insectes. Donc on a besoin d'espaces ouverts comme ça, d'espèces à graminées, et des espaces un petit peu plus fermés, de landes à myrtilles et de rhododendrons, où les oiseaux vont se cacher quand un prédateur arrive. C'est un milieu extrêmement hétérogène, c'est une mosaïque d'habitats en fait. Ce sont des espaces qui sont en perpétuelle mutation. S'il n'y a pas de pâturage, en fait, ces landes à myrtilles vont s'enfricher complètement, et à terme, il y a les arbres qui vont pousser. On voit bien ici les feuillus, ce sont des aulnes verts, les épicéas aussi, qui commencent à pousser. Et à terme, le milieu est plus du tout favorable à l'espèce. De l'autre côté, on a un enfrichement qui est extrêmement rapide. À la limite, pour ici, il faut 20 ans pour que ça s'enfriche. En face, en 5-6 ans, la végétation va prendre le dessus et ça sera quasiment irrattrapable parce que le terrain va être modifié. Et s'il n'y a pas de mesures de gestion avec la pose de clôture électrique et des plans de pâturage, là, c'est un alpage qui est à la limite condamné à terme. Donc, importance de garder une agriculture dynamique, un pastoralisme dynamique pour maintenir ces espaces ouverts. Nous, on est en GIC, mais en tant que GIC, on n'a pas beaucoup de poids, je dirais, vis-à-vis des alpagistes. Il y en a avec lesquels on s'entend bien et on arrive à faire des choses ensemble, par exemple pour leur demander de ne pas pâturer telle ou telle zone trop tôt. Mais ça repose uniquement sur du volontariat et je pense que c'est nettement mieux que ça puisse être organisé avec un cadre précis. Ah oui, c'est certainement une très bonne chose pour qu'on puisse arriver à une gestion correcte. Oui ? Boss, je sais. Il est là, il est à l'arrêt. Boss est à l'arrêt à ma droite là. Pas vu. Je sais pas ce que c'était, j'ai pas pu voir à travers l'arbre. Mais là, en fait, souvent, ils piètent comme ça. Ils vont jusque sur la bosse et ils plongent de l'autre côté.
commune. Cette année, on est une année de mauvaise reproduction, avec un indice de reproduction qui est bas. Donc ici, par exemple, sur la commune, on a un bracelet pour environ 2500 hectares. Enfin, en surface totale de la commune, bien sûr. Ce n'est pas la surface des zones où on peut trouver des coqs. Tu me vois? Le chien est à l'arrêt devant moi. Non? Il est où ce coq? Boss. Au coq, on a un plan de chasse, comme pour le gros gibier. Pour décider des attributions, on fait 2 comptages. Un comptage de printemps, ou donc un comptage au champ qui nous permet de repérer le nombre de coqs adultes et de voir l'évolution d'une année sur l'autre. Et puis un comptage en 2e quinzaine d'août pour essayer de voir la reproduction. Le principe, c'est pour un secteur déterminé qu'on doit lever un nombre minimum de poules. Par exemple, ici, je crois qu'il faut qu'on enlève 10 ou 11 pour que le comptage soit valable. Et on fait une moyenne avec un nombre de jeunes par poule. En fonction du nombre de jeunes par poule, on calcule une moyenne départementale, un indice de reproduction moyen pour le département. Et c'est à partir de là qu'on décide le nombre de bracelets. Ouais. Arrête. Je vais aller servir. Cool, 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 cool. C'était quoi ça? Ah, j'ai pas vu, moi j'avais le... Poule ou jaune, mais pas assez maillé. Un jeune ou une poule? Un jaune pas très maillé. Pas assez maillé. Ça fait quand même beaucoup de temps qu'on chasse ensemble, qu'on chasse au coq. On a vu passer pas mal de chiens ensemble, hein. Tous des setters. C'est quand même très beau ici. Surtout, moi je trouve que c'est le plus beau à l'automne. Vous n'arrivez pas à vous lasser? Non. De chasser dans un paysage comme ça, non. Ici, nous sommes sur le GIC du Val-du-Noy, dans le département de la Meuse, dans le nord du département de la Meuse. Nous sommes sur une structure de gestion dédiée au petit gibier qui regroupe 20 communes. L'originalité de cette structure, c'est qu'on est en plein cœur, département de la Meuse, ça résonne avec Sanguier, on est en plein cœur d'un département où le sanglier est roi et nous, on met en pratique la gestion du petit gibier. Le GIC existe maintenant depuis 8 ans. Si on remonte à l'origine du GIC, il faut savoir quand même qu'en plaine, on avait des populations qui étaient réduites à rien du tout, hein. Les populations de lièvres étaient quasiment insignifiantes, les populations de perdrix à moins d'un couple au 100 hectares, le faisan absent. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des plaines qui sont vivantes et on peut s'en apercevoir, chacun peut s'en apercevoir au quotidien, quoi. En gros, le GIC s'est créé au départ pour gérer l'espèce lièvre. Par contre, pour ça, on s'est servi aussi d'une espèce qui n'était pas présente du tout sur nos territoires, le faisan. Suite aux efforts que certaines communes avaient déjà commencé à entreprendre, on a globalisé l'effort et on a conduit une opération de repeuplement en faisan, ce qui a servi vraiment à fédérer en fait les adhérents du GIC autour de ce projet-là et surtout de créer une dynamique sur la régulation des prédateurs qu'on n'aurait pas forcément eu si on s'était seulement intéressé à l'espèce lièvre. C'est vraiment le faisan qui a permis de créer une réelle dynamique, une vraie implication de la part des adhérents pour la régulation des prédateurs, ce qui est important pour toutes les espèces de petits gibiers. Là, on va relever une chatière qui est disposée ici en bordure de la forêt, là, sur un faux pont au-dessus d'un fossé qui longe tout le bois. Aujourd'hui, il n'y a rien, c'est une chatière qui est disposée quand même stratégiquement par rapport au déplacement des prédateurs. Parce qu'en fait, on imagine que les prédateurs longent toute la lisière de la forêt, arrivent ici et pour s'engager dans la plaine, traversent au niveau de ce fond pont-là plutôt que de traverser à un endroit où ils n'auraient pas la facilité là, du pont pour franchir le fossé. Donc c'est vraiment un endroit qui est hyper stratégique et qui est hyper fonctionnel. Ça, c'est vraiment une technique qui malheureusement n'est pas suffisamment utilisée. C'est peu de moyens, c'est peu d'investissement et c'est durable et c'est tendu toute l'année et c'est hyper efficace. Donc bien sûr, il faut être piégeur agréé pour l'utiliser. Il faut savoir que sur ce territoire-là, un territoire de 300 hectares,
Il y a des pièges qui sont disposés un petit peu tout au long du territoire. Il y a 4 grandes cages à renards. Il y a 3 chatières de ce type-là. Il y a des pièges au tas de fumier tendus avec des belle-îles. Il y en a 8 pendant la période hivernale. Il y a 3 boîtes où on dispose des pièges à œufs. C'est un territoire où le piégeage est très, très bien organisé et surtout il y a toute une gamme de pièges très large qui est utilisée. L'ensemble de la gamme de pièges qui existe est utilisée sur ce territoire-là de manière à ce que le piégeage soit le plus efficace possible et le plus complet possible, quoi, et touche tout le panel d'espèces prédatrices que l'on peut réguler, quoi. Le piégeage, c'est fondamental, quoi. C'est la règle de base à appliquer dans la recette de la gestion du petit gibier. Là, je suis en train de faire la première coupe de luzerne pour faire du foin. Quels sont les dangers de la fauche pour les petits gibiers? C'est plutôt au nouveau matériel qui va de plus en plus vite, de plus en plus large. Au niveau de la plaine, c'est plutôt du perdreau, du faisan, puis du lièvre aussi. On a une bonne population de lièvres. Alors, dans cette parcelle-là que j'ai fauchée il y a 2 ans, il y avait déjà 12 lièvres pour 8 hectares à peu près. Et cette année-là, j'en ai coupé 2. Alors ça fait de la casse. J'ai fait monter une barre d'envol sur ma faucheuse. L'année dernière, il n'y a pas eu de casse. C'est une barre toute simple de conception. Il suffit d'avoir posé des chaînes dessus qui frottent sur l'herbe et qui vont faire sauver le gibier. Dans le coin, il n'y a que moi. C'est tout nouveau. C'est articulé au niveau du bâti de la faucheuse. Et pour le transport, on range des chaînes à la gouttière. Ça n'abîme pas les peintures. Et ça fait moins de bruit aussi. Là, j'implante un maïs sorgho sur une parcelle qui a été labourée, travaillée. Et là, je le répartis à la main et après, je passe un coup de rotative pour le enterrer. Ici, on a le problème d'un peu de sanglier. Si le maïs se met en ligne, il sera mangé par le sanglier. Que s'il est réparti un peu à la main, un peu partout, à différentes hauteurs, le sanglier ne le retrouve pas. Ou il retrouve un grain, mais pas les autres. En surface, j'ai pratiquement 1,5 hectare. 1 hectare, ça en pourcentage, je suis à quoi? Presque 1,5-2%. Avec les miellifères, jachères, faune sauvage. Maintenant, au niveau des exploitations, c'est pareil. On est obligatoire de faire 3% en éléments topographiques pour cette année. L'année prochaine, 5%. Moi, je suis déjà à 10%. Alors, il y a de la marge. C'est un respect de la nature, avec une diminution des traitements, remise des parcelles en herbe, dépose tardive. Ça peut aider un peu la nature. Nous, le gibier, tout. On n'a pas eu trop à vous convaincre alors pour Agricola. Non. Pourquoi? Non, je faisais ça déjà depuis un nombre d'années. Alors ça se fait tout seul. Au niveau du gibier, là on est en GIC, avec des comptages de gibier, tout ça, puis des aménagements, du piégeage. Alors on a multiplié la population par 10 ou 15 minimum. Là. Alors c'est bien parti. L'ouverture, c'est quelque chose d'attendu quand même un petit peu par l'ensemble des chasseurs du secteur. C'est le temps venu de la récolte par rapport à tous les efforts qui ont pu être conduits tout au long de l'année. Je chasse avec Michel Dubray, qui est exploitant agricole là, sur la zone. On est d'ailleurs sur son territoire. Là, il nous a invités aujourd'hui pour l'ouverture à chasser le lièvre, le faisan et la perdrix grise. D'accord. Allez, là-bas. Tiens, lièvre! Alors les jachères faune sauvage, effectivement, c'est quelque chose de capital. Donc là, on est en train d'en parcourir une que Michel a installée. Là. On est en train de parcourir un avoine chou sarrasin. Juste à côté, le couvert est couplé avec un maïs sorgho. Donc c'est vraiment des couverts qui sont primordiaux ici sur une zone de grande culture comme le GIC du Val-du-Noy. Puisqu'on arrive à une période juste après la moisson où les terrains sont complètement dénudés.
On a des assolements qui font qu'une fois que les derniers maïs sont récoltés, les maïs en silage et les quelques maïs grains comme il en reste un petit peu cette année, une fois que ces couverts-là sont enlevés, on se retrouve avec des plaines complètement dénudées. Donc les jachères environnement faune sauvage permettent d'offrir justement un couvert hivernal à la petite faune de plaine. Quelque chose qui est vraiment essentiel et qui manque vraiment dans le cadre de nos territoires. Félicitations. D'accord. Oui, c'est le premier, on a juste le jour de l'ouverture, alors c'est le début. Mais ça va pas durer longtemps parce que j'ai 4 lièvres à tirer. Derrière, lièvre. D'accord, viens. Ta gueule, t'es qu'elle est énervée. Voilà. D'accord, viens. Viens vite. Il y en avait 4 sur 100 mètres carrés. Ah oui, hein. Fais gaffe, on a peut-être un autre. Ah, il y en a encore, hein. Tiens, lièvre. Ici, sur le GIC du Val-du-Noix, ça se redéveloppe très fortement sous l'impulsion qu'a créé le GIC. Les populations se redynamisent bien, puisqu'il se prélevait plus que 20 lièvres il y a 10 ans sur le GIC, en gros, d'après le recensement qu'on avait pu faire. Et aujourd'hui, il y a un plan de chasse qui est attribué pour cette saison de l'ordre de 270. Quoi. Voilà. Donc en gros, on est facteur 6 sur le prélèvement. Quoi. Chevrette et 2 chevriards apparemment. D'accord. Allez, lève-moi. Viens. C'est bon là. Attends, on va tirer Patrick. Ah ben c'est à toi là. Oh non. Non, pas tiré. Trop près. Trop facile à faire. Le lièvre, c'est une espèce qui se gère très très bien. À partir du moment où on applique une bonne gestion des prélèvements, une gestion raisonnée des prélèvements, d'après les suivis de population qui sont faits, les ICA-lièvres, les comptages qui sont réalisés au printemps, c'est quelque chose qui se gère théoriquement assez bien. Maintenant, la dynamique se crée à la seule condition, c'est qu'on ait des gens sur le terrain qui travaillent pour réguler les prédateurs, puisque ça reste le facteur limitant premier dans des zones comme ici, quoi. Les assolements sont relativement favorables à une espèce comme le lièvre, même si aujourd'hui on a des grandes cultures, mais le facteur limitant reste les populations de renards, les effectifs de renards. D'accord, viens. Viens là. Psst, viens. Dépêche-toi. Du coup, on a fait l'ensilage de l'autre côté, là, remontez-moi 8 lièvres dans la carré. Ah oui, d'accord. C'est très important de connaître les parcelles des agriculteurs, parce que de savoir à qui est telle et telle parcelle, parce qu'après on a besoin avec eux de travailler pour essayer d'obtenir un certain nombre d'aménagements. Et puis aussi pour avoir l'autorisation notamment d'installer des agrès noirs, des choses comme ça, qui vont servir à l'agrainage après des perdrix ou des faisans. Le conseil qu'on pourrait donner donc à un gestionnaire de petits gibiers qui se lance, même si au départ il part en individuel, c'est surtout de ne pas se décourager. Effectivement, il risque de ne pas avoir tout de suite les résultats qu'il escompte, peut-être au regard de ce qu'il peut découvrir dans son entourage ou ailleurs, d'autres expériences en France. Ne pas se décourager parce que ici on part aussi d'une expérience d'une ou plusieurs, mais quelques expériences individuelles qui ont permis au final de créer cette structure-là, cette unité de gestion aujourd'hui qui regroupe 20 communes. Mon espoir, c'est que l'équipe qui s'est aujourd'hui soudée autour de moi, c'est qu'on perdure et qu'on aille le plus loin possible, quoi. Aujourd'hui, on a des résultats qui sont déjà intéressants, mais qu'on peut encore nettement améliorer, quoi. Donc ici, on est sur le département de Seine-Maritime, qui se trouve un petit peu au nord-ouest de la France. Donc c'est un département agricole extrêmement diversifié, donc avec beaucoup de polyculture élevage, des céréaliers. On a vraiment l'ensemble des types d'agriculture qu'on pourrait retrouver sur le nord de la France.
Donc ce sont des territoires chassés par des agriculteurs chasseurs passionnés qui ont pour but d'augmenter justement les populations de petits gibiers. Et donc ce qu'on leur a proposé au sein d'Agrifaune 76, c'est un diagnostic agricole d'exploitation qui va avoir pour but et pour objectif de remettre un petit peu des aménagements sur le territoire, recréer des zones refuges, des zones de nourriture, des jachères environnement faune sauvage qui vont pouvoir accueillir ces populations de petits gibiers. Et pour joindre l'utile à l'agréable, on a essayé de placer ces aménagements de manière bien spécifique pour lutter contre l'érosion des sols et les ruissellements. Donc on a une panoplie en fait, d'aménagements possibles sur le territoire, que peuvent être les bandes enherbées, les fascines, les haies, des îlots arbustifs. Donc c'est tout un panel d'aménagements qui vont venir s'insérer sur le territoire. Et donc vraiment on va retransformer le paysage du territoire agricole. Donc on n'est pas là par contre pour vraiment en mettre partout, on en met à des endroits bien spécifiques pour l'agriculteur, parce qu'on est là pour développer une agriculture durable, économiquement viable, et à la fois qui va respecter en fait la problématique petit gibier sur le département de Seine-Maritime. Donc ici on est devant un aménagement d'hydraulique douce, donc c'est une fascine. Donc c'est une technique qui nous vient normalement de la rivière, sur tout ce qui était aménagement de génie végétal. Donc l'aménagement d'une fascine c'est relativement simple, hein, c'est uniquement fait en saule. Donc ce sont une tranchée de 50 cm qu'on va venir creuser en travers de l'écoulement, c'est-à-dire perpendiculairement à l'écoulement. Dans cette tranchée, on va y mettre 2 à 3 rangées de fagots de sol extrêmement serrés. Et puis on va venir tasser ces fagots avec des petits tasseaux ici qu'on a fixés. Donc pourquoi? Pour justement essayer de corriger les effets de ravine. Donc c'est ce que j'appelle un peu un filtre à café. Donc le limon reste en amont, on crée un cône de sédimentation. Et en aval, on a freiné l'eau. Et donc l'eau va avoir beaucoup plus de mal à reprendre de la vitesse pour arracher le sol. Pourquoi on utilise du sol? C'est parce que ça a une grande capacité de reprise. Donc là, c'est une fascine qui a été finie il y a une quinzaine de jours. Et on voit déjà que les bourgeons sont en train de percer ici sur les pieux de sol qui ont été mis en place et sur les plançons qu'on a mis en amont de cette fascine. Donc c'est typiquement un aménagement d'hydraulique douce qui va être efficace le jour même qui va être mis en place, qui prend pas beaucoup de place pour l'exploitant agricole. Ça prend 50 cm de large, qui est pas très long, hein. Cette fascine-là, elle fait 30 mètres de long, et qui est vraiment là pour prendre le chemin de l'eau. Donc là, on est sur une fascine qui a 2 ans, donc qui a déjà eu le temps de bien pousser. Tous les pieux ont repris, ils sont déjà en train de fleurir. Les branches de sol qu'on avait mis en place sont déjà cassants. Donc on va venir justement, en termes d'entretien et de durabilité de l'aménagement, on va venir couper au niveau du pieu les plançons qui ont bien repris. Et on va les remettre à l'intérieur du fagot ou au bord du fagot pour qu'ils eux-mêmes créent une bouture en fait. Et à terme l'aménagement deviendra une haie, donc entièrement tout en sol. Donc c'est un aménagement qui est utilisé très vite par la petite faune de plaine, puisque on va retrouver des passereaux qui vont utiliser les petites branches pour faire leur nid. C'est colonisé par tous les insectes auxiliaires. C'est un aménagement qui souvent on peut retrouver au pied un lièvre qui est venu s'abriter des intempéries. Donc les animaux vont utiliser cet aménagement-là plutôt en type de refuge. Et puis ça peut avoir un petit aspect également paysager, hein. Donc on va avoir une petite rupture dans le paysage effectivement. C'est un aménagement qui va jouer son rôle à la fois hydraulique et à la fois faunistique. Donc là on est sur le territoire de Denis et Cédric Bouclon, donc qui sont agriculteurs au Bourdin. Donc c'est un territoire qui a été récompensé par les honneurs Laurent Perrier en 2007. Donc c'est un territoire prioritaire Agrifaune sur lequel en fait il y a énormément d'aménagements et où les exploitants ont fait beaucoup d'efforts en termes de gestion cynégétique, de gestion de lutte contre l'érosion des sols et les ruissellements, en termes d'aménagement, en termes d'agrainage, de piégeage. Donc c'est un territoire qu'on aime à montrer et sur lesquels on peut découvrir une multitude d'espèces de petites faunes de plaine et de gibier en particulier, de petits gibiers, perdrix, lièvres, faisans. Et puis on peut aussi découvrir au détour d'une bande enherbée du chevreuil, quelquefois de manière ponctuelle des sangliers.
Donc en fait, Denis Bouclon, depuis plusieurs années déjà, avant même qu'Agriphone soit créé, avait déjà mis en place un certain nombre d'aménagements. Ça fait un peu un effet boule de neige. Donc il a servi d'exemple et les exploitants qui ont vu ce qu'il avait mis en place ont suivi son exemple et puis ont pu mettre eux également en place le même type d'aménagement. Ça va bien ? Ah, ça va. Alors qu'est-ce que tu vas nous semer aujourd'hui ? Je vais faire un petit mélange de facélie, radis, choux, moutarde blanche et puis un petit peu de sorgho. D'accord, donc là ton père me disait qu'il y avait du maïs ici avant, c'est ça ? Oui, il y avait du maïs avant. Il y avait une alternance entre 6 mètres de choux et 6 mètres de maïs. D'accord. Et ça, tu penses que ça va plaire aux faisans ? Oui, ça va y avoir beaucoup plus de petites graines. D'accord. Et c'est plus à l'ombre à côté du bois, donc le maïs a du mal à venir à maturité. Donc là, comme on voit les choux là qui sont en pleine floraison, ceux-là vont repartir tout seuls. Et l'intérêt d'avoir des choux et du maïs comme ça, si vous voulez, c'est qu'il y a toujours du couvert pour la faune sauvage. Si vous voulez. Et t'es pas trop embêté par les lapins par rapport au semis quand ça va commencer à monter ? Pas trop, en fin de compte, toutes les bandes qu'on fait ici, si tu veux, ça les empêche de monter plus loin dans les cultures. Donc là, en gros, ils ont le gîte et le couvert, quoi. Ils ont le gîte et le couvert. Ils ont le gîte et le couvert. D'accord. Plus les agrainoirs qu'on met éventuellement tout partout. Il y a 3 choses primordiales pour la gestion du petit gibier, être amoureux du petit gibier. Après, bon, il faut aménager son territoire. Qui dit aménagement de territoire dit agrainage. Et surtout aussi pour finir par le piégeage, qui, est, à mon avis, est un point très très important pour le devenir des populations de petits gibiers, si vous voulez. Maintenant, on se retrouve pour l'ouverture. Tout à fait, aucun problème. Nous ferons l'ouverture ensemble sur les territoires que qu'on a pu vous faire rencontrer pendant le peu que nous avons passé de temps ensemble. Et je pense qu'on vous montrera plusieurs espèces de gibier, que ce soit petit gibier, gros gibier, j'espère bien. Et en fin de compte, le brancard, il n'est pas sorti. Non. Enfin, il est très beau. Ouais, il est beau. Oui. Moi, je peux le tirer, mais bon, les gars sont placés, bon. Ici, donc, ça va s'aligner, puis on va démarrer la traque là, pour faire un rabat dans le petit bois là. C'est quoi? Chevreuil! Chevreuil! Chevreuil à la plaine! Donc on va essayer de tirer renard, sanglier, un lièvre éventuellement, et puis un pigeon. On n'a pas le droit de tirer les faisans parce que c'est pas encore ouvert. On a pris comme tradition, puis qu'on a des petits bois, de chasser à l'ouverture dans les bois. Aujourd'hui, peut-être le fait qu'on ait un peu de population de perdreaux de remonter. Nous allons sans doute faire une traque cet après-midi de perdreaux. C'est quoi? Une chèvre. 2 chèvres. Merde. Allez! Hop! Allez, pas trop vite. Ça, ouais, c'est un bois qu'on a fait tomber des peupliers il y a 2 ans. Et puis on a essayé de faire un peu de culture à gibier entre deux, quoi, où il y avait des souches bien alignées. Donc on a fait un peu de radis fourragé. Et du maïs, mais le maïs, il n'a pas voulu pousser parce qu'il a fait trop sec, quoi. Mais l'an prochain, je pense qu'on sèmera du maïs tout court, quoi. Ceci dit, ça fait quand même un très beau couvert pour cet hiver, quoi. Faisan! Ouais, je pense qu'on a une très très bonne reproduction de faisans. Ouais. On a eu des très bons comptages de printemps. Et ce qui est surtout bien, c'est que c'est un laps de temps de couvaison énorme. On a encore vu des petits faisans d'eau gros comme mon pouce il y a 15 jours. Et des poules avec 8 jeunes. Hein. Ah oui, on a, à mon avis, une très bonne reproduction. Et dis, David, il n'y a rien revenu le cochon là. Et regarde, il y a très très peu de sangliers chez nous. On va tuer quoi, un sanglier? Peut-être 2 cette année. Non, il y en a très 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 peu. De plus en plus, on aménage pour le petit gibier parce qu'on se rend compte que sans ça, on n'aurait plus grand-chose, quoi, si vous voulez. On a un peu la passion d'aménager, plus que de tirer des oiseaux. Bon, ben là, ça fait 4 ans qu'on ne tirait pas de perdreaux. Là, cette année, le fait qu'on ait fait plein d'aménagements, on a eu une très bonne reproduction l'an dernier. Cette année, bonne assez aussi quand même. On remonte des populations assez vite quand même, quoi. Le tout, c'est de ne pas descendre trop bas et puis après de refaire des aménagements. Il n'y a rien à faire si la grande culture ne met pas de faire quelques aménagements. Le petit gibier, on aura bien du mal, compte tenu que nos renards s'en occupent autant que nous. Hein. En plaine, on chasse une fois en général. On est encore dans des densités qui sont pas très élevées. On est à 16-17 couples au 100 hectares. Donc on veut essayer de remonter un petit peu. On est monté il y a 10 ans à 35 couples au 100 hectares quand même. On voudrait bien revoir ça voler parce que le plus bel oiseau de la plaine, c'est quand même, je pense, le perdreau pour nous. Perdreau!
Pierre! À la route! À la route! Bougez pas, bougez pas. Avancez bien en ligne, hein. Pierre! Mais il y a deux compagnies qui sautent la route de Flainville. Et puis cette compagnie-là qui tourne, qui repart là. Mais ils sont toujours là, c'est toujours les mêmes trois compagnies qu'on connaît. Par contre, la compagnie de 10 en bas là-bas, on l'a pas revue. Une de tomber dans le maïs, soi-disant qu'on tire sur la même avec Christophe. Quelques perdreaux volés, et puis 2-3 lièvres là au-dessus, mais qui sont rentrés dans la bande de maïs. Dans le couvert. Ouais, c'est pas mal. Là, il y a bien 30 perdreaux, 30-40 perdreaux. Je suis agriculteur, quoi, exploitant sur Longueuil. J'ai aussi des bancs d'abri, un peu comme lui, et des cultures intermédiaires. On laisse aussi un petit peu de maïs. C'est pour ma part une vingtaine d'arts de maïs que je laisse pour une année, quoi. Il faut essayer d'être raisonnable les mauvaises années de reproduction et se faire plaisir quand la reproduction est bonne. Ces bandes de maïs-là ont été faites, déjà premièrement la bande enherbée ici a été faite à l'axe de ruissellement, hein, puisqu'on avait des problèmes toujours d'érosion, si vous voulez. Et ici on a juxté une petite bande de maïs pour le bien-être synégétique, disons, hein, puisqu'on est passionné de chasse avant tout. En plus, le grain, on le récolte au mois de mars, donc tout n'est pas perdu, quoi, si vous voulez. Et ça fait partie aussi des 3% qu'on doit loger dans nos structures agricoles aujourd'hui, quoi, si vous voulez. Hein. Donc, autant en profiter pour faire de très beaux aménagements, quoi, si vous voulez. Allez, Titi, allez! Et hop! Toujours en famille, toujours familial avec quelques propriétaires et une partie de chasse toujours à l'ouverture. Petit gibier, puis quand il y a un petit peu de gros gibier, on se fait plaisir avec, mais bon, c'est très rare. Très rare. Quelques chevreuils, mais sanglier, c'est que du passage. C'est vrai qu'on est plus motivé par le petit gibier parce qu'on le voit tous les jours. Allez, allez. Oh! Ah non, il a repris le chemin. Ouais, il y a beaucoup de petits gibiers. Pas mal de lapins, on s'en occupe depuis 4-5 ans. Donc, culture à gibier et puis un apport de betteraves sucrières, on essaye la moitié de l'année. Donc là, c'est un peu des réserves, un peu ces petits bois-là. Ouais, c'est une petite réserve. Il y a une partie qu'on ne voit jamais là au bout du bois. Il n'y a pas très grand, il y a 30-40 arbres, mais on n'y va jamais. Les lapins avec les voisins, ça pose pas de problème? Je vais vous dire oui et non, c'est moi le voisin. Donc c'est sûr que des fois le blé est un petit peu en retard. Et le plus dur c'est le colza. Le colza il le mange au pied et terminé, il ne veut pas repousser. Mais en apportant des betteraves sucrières, assez souvent ça les limite quand même. Ils vont moins loin dans la plaine. Regarde, tu vois, hop, faisons. Un lièvre. Il est. Tu parles des lapins. Heureusement vous nous annoncez lapins. Tiens. Allez. Allez. Il y en a à l'autre bout. Hein? Il y en a un autre là-bas? Ouais. Ils ont tiré avec des lapins ou de... Non, puis un ou deux lapins. Et puis là, ils ont tiré quoi? Lapin. Mais d'un coup, Pierre Ferron, il l'a eu son lapin? Non, il a loupé. Ah. Je pense qu'on peut quand même avoir de superbes beaux territoires de chasse encore dans le petit gibier, quoi, si vous voulez. À nous de les aménager, de faire des choses sur nos beaux territoires de plaine qui malheureusement sont délaissés dans beaucoup de départements. Et ça, quand je me promène un petit peu, à droite et à gauche, ça me fait un peu mal quand même. La situation du petit gibier en France, elle est grave, mais elle n'est pas désespérée. Grave dans le sens où qu'on soit, quel que soit l'habitat, prairie, bocage, culture, montagne, les populations de petits gibiers, au mieux, stagnent, voire localement diminuent, et même des fois, les populations de petits gibiers disparaissent. Donc, c'est vrai, la situation du petit gibier est grave. Maintenant, il y a des solutions. Donc, un espoir reste, et tous les exemples que vous avez vus sur les 4 territoires, les exemples qu'on a dans le cadre des programmes AgriFaune sont développés dans 70 départements à l'heure actuelle, montrent que des solutions existent, solutions de terrain rompues à la réalité des pratiques agricoles. La seule chose, c'est qu'elles doivent s'inscrire toujours dans un triptyque qui est le suivant. Petit 1, l'aménagement du territoire.
Là, les agriculteurs interviennent et les chasseurs ont largement leur rôle aussi pour développer, par exemple, les jachères. Deuxièmement, le piégeage. La limitation de la prédation, c'est un facteur essentiel de réussite. Et troisièmement, la gestion cynégétique. C'est un élément, là encore, vraiment important, qu'on soit dans une situation où les populations sont naturelles et se maintiennent, ou dans des situations où on est sur des populations mixtes, où là on a affaire à une gestion beaucoup plus fine en gérant l'apport d'oiseaux et le fond de population naturelle.